très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération avec le générique. Vous comprenez qu'il est 11h sur la 93.5 et c'est l'heure de l'émission Club de la Presse. Nous sommes au lundi 26 février de l'année de grâce et c'est le premier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de Souzou, Michel Vitogbe Kokou Tomega est à la mise en onde. Jérôme Dakoutia sur la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lossou. Comme toujours, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie au grand nord du pays. Nous sommes à Dapaon. Vous avez ce privilège de nous suivre également partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Le Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat, l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. L'équipe de lundi est déjà en place. Uriel Union, bonjour. Bonjour Pascal, apparemment mon nom il est très facile parce que partout où tu passes au Togo on te reconnaît. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Bonjour spécial à l'homme à la barbe très blanche. J'espère que cette barbe correspond à son âge, sinon il doit revoir il y a les produits de traitement pour qu'il reste toujours jeune. Et ce qui est sûr, il ne se plaint pas. On va lui donner la parole maintenant. Je sais qu'il ne se plaint pas pour sa barbe. Jacques Dakouti, bonjour. Bonjour Pascal. Je voudrais d'abord m'excuser auprès des auditeurs et auditrices pour ma voix ce matin, un peu cassée compte tenu d'une grippe. Je voudrais saluer tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. Une pensée pour ceux qui sont actuellement dans les hôpitaux, qui sont malades, ceux qui sont également à la maison, qui souffrent. Une pensée également pour ceux qui ont perdu des êtres chers au cours de ce week-end, peut-être également hier nuit. Et certains sont en train actuellement de pleurer parce qu'ils ont perdu également un être cher. Bonne semaine à chacun, à chacune. Gosson Ketomagnan, bonjour. Bonjour Pascal. Aux auditeurs et auditrices, j'adresse mes franches salutations. J'en profite pour faire un clin d'œil aux confrères qui ont été nouvellement nommés à la HAC, mais qui malheureusement verront de loin l'organisation des élections. Ils n'auront qu'à prendre leur mal en patience. Leur tour viendra parce que pour ce qui concerne les anciens qui sont en vacances, il faut leur concevoir de boire un dernier coup de lait. Merci beaucoup, Godson. Le fils de Couvé est là. Didier, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Mes aînés en studio savent que je les respecte déjà. Et donc, salut à tous ceux qui nous suivent d'un peu partout dans le monde, qui sont togolais, qui aiment le Togo. Salut à tous les patriotes. Chers confrères, nous allons démarrer cette émission avec l'invité. L'invité, en fin de semaine dernière, notamment les 23 et 24 février, je veux bien parler alors de vendredi et samedi, la 4e édition du Forum Afrique Talent, un forum de recrutement, s'est déroulé à Lomé. Dans le cadre de ce forum, nous en avons profité alors pour avoir un entretien avec Didier Akwete, le promoteur de ce forum sur les défis de l'emploi sur le continent africain aujourd'hui, et notamment au Togo. Et je vous propose alors de suivre l'entretien et nous revenons juste après. Didier Akwete, bonjour. Bonjour. Coach, chef d'entreprise, beaucoup de casquettes à la fois. Comment vous vous définissez? Je crois que je me définis comme un passionné du développement, un entrepreneur, parce que finalement, quand on s'intéresse aux questions de développement des entreprises, d'emploi, de création d'impact, on est vraiment au cœur des sujets de développement. Puis il faut être un peu entrepreneur, donc un peu fou aussi pour aborder tous ces sujets. C'est vrai que vous vous intéressez beaucoup à la question de l'emploi et tel que vous l'avez dit tout de suite, la question de développement aussi, c'est votre élément phare. Alors finalement aujourd'hui, est-ce que vous croyez toujours en la compétence alors des Africains pour réaliser le développement? Ah oui, clairement. Si vous voulez, je crois que globalement, le continent est riche en talents, que ce soit des talents innés, donc des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont un don pour les affaires. Vous prenez par exemple au Togo les Nana Benz, qui n'avaient
pour beaucoup, pas été à l'école, mais qui ont réussi incroyablement dans les affaires. Vous prenez des jeunes qui sont dans les technologies, qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur, mais qui arrivent à vous trouver des solutions techniques et technologiques. Vous prenez des artistes qui excellent dans la musique, qui excellent dans la peinture, qui n'ont jamais fait d'école de musique, jamais d'école d'art, de dessin. Donc vous voyez bien que l'Afrique est gorgée de talents et qu'en plus ceux qui rentrent dans le système éducatif, donc qui étudient à la sortie, souvent à l'étranger, réussissent parfaitement bien dans les entreprises, dans les organisations internationales. Ceux qui restent sur le continent réussissent également, mais de temps à autre sont corsetés par la situation du continent qui parfois ne crée pas assez d'émulation, un secteur privé qui n'est pas forcément aux standards internationaux, et du coup, les professionnels et les jeunes qui sont dans les économies, les sociétés africaines, de temps à autre, ne libèrent pas assez leur potentiel, leur expertise, pour exprimer tout leur talent. Donc, oui, il y a des compétences en Afrique, en dehors de l'Afrique, mais l'environnement est extrêmement important pour pouvoir exprimer ce talent. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi reconnaître quand même que l'éducation ajoute un levier à ces aptitudes. Si vous faites une école d'ingénieur, vous apprenez des choses que vous pouvez faire en tant qu'ingénieur, où vous développez des compétences. Si vous faites une école de commerce, vous développez des aptitudes à la gestion, et donc la formation reste quand même un précieux outil pour développer ces compétences. Or, dans beaucoup de nos pays, on voit bien que le système éducatif est à la peine. Le système éducatif n'est pas adapté aux besoins de nos économies. La pression démographique dans les écoles et les universités fait que la qualité baisse de plus en plus. Et donc, malheureusement, on forme de moins en moins bien les Africains dans beaucoup de pays. Ce qui n'enlève en rien les talents dont ils sont dotés. Mais quand même, le système éducatif peine énormément. Et donc, beaucoup de jeunes Africains, d'Africains arrivent sur le marché du travail, sans réelles aptitudes, sans réelles compétences, parce que la compétence s'acquiert par la pratique, mais aussi par l'apprentissage théorique. C'est une combinaison des deux. Vous venez là de décrire une triste réalité du continent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Y a-t-il nécessité de changer le système éducatif? Probablement que oui. Le système éducatif classique, c'est que vous arrivez à l'école à l'âge de 3 ans, et puis vous en sortez éventuellement après l'université à 22, 23 ans, pour ceux qui vont jusqu'au bout. Et puis, il y a beaucoup qui sortent avant du système éducatif. Donc, il faut savoir globalement que, bien sûr, quand on donne des statistiques, ça ne s'applique pas à tous les pays en Afrique, mais globalement, c'est que vous avez à peu près, quand vous avez une centaine d'enfants qui rentrent à l'école maternelle aujourd'hui, il vous en reste à peu près 50 quand vous arrivez en 6e. En 3e, il vous en reste à peu près une trentaine. En terminale, il va vous en rester une dizaine. Et dans les 6 cycles supérieurs, vous allez en retrouver 5, 3, 4. Donc, c'est-à-dire que le taux de déperdition est considérable. Donc, soit on dit on est réaliste. Le système éducatif aujourd'hui n'arrive pas à emmener les gens jusqu'au bout. Et comme l'économie change de plus en plus rapidement, il faudrait donner des compétences rapidement à ceux qui rentrent dans le système, à ceux qui sortent du système, pour qu'ils puissent exercer un métier. Donc ça veut dire qu'il faut des formations de plus en plus courtes pour ceux qui arrivent, ceux qui sortent du système, mais aussi ceux qui restent dans le système, comme l'économie change très vite, qu'on puisse réviser plus vite les curricula, parce que si vous prenez un livre d'économie des années 80, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, on enseigne toujours à nos étudiants, parfois dans des universités ou dans des écoles, des théories dans des livres qui datent des années 80. Dans ces livres, vous ne verrez pas la notion d'ubérisation de l'économie. L'ubérisation de l'économie, vous savez ce que c'est, ça vient d'Uber, quelqu'un qui n'a aucune voiture, n'a pas de taxi, mais arrive à travers une application à offrir un service de taxi à quelqu'un qui a besoin d'un taxi et quelqu'un qui a une voiture pour proposer un service. Alors que l'intermédiaire n'a pas de voiture. Donc, Uber, c'est la mise en relation entre quelqu'un qui a un besoin et quelqu'un qui a ce besoin à satisfaire, et vous êtes au milieu pour offrir le service. Quand vous prenez par exemple une plateforme comme Airbnb,
vous pouvez louer un appartement, une chambre, quelque part dans le monde, alors que Airbnb lui-même n'a aucun hôtel, n'a aucun immeuble. Et donc, l'ubérisation de l'économie, qui est une façon moderne de développement de l'économie, vous ne le verrez pas dans un livre des années 80. Donc, ça veut dire que l'économie changeant de plus en plus vite, vous ne pouvez plus enseigner aujourd'hui à l'école des choses qui datent d'il y a 5-10 ans, parce que peut-être que c'est devenu obsolète. Et donc, ceux qui restent dans le système éducatif, vous êtes obligés aussi de revoir à chaque fois comment l'économie, la société évolue pour leur donner les clés de lecture, les clés de compréhension, mais surtout les clés de création de cette nouvelle économie et de cette nouvelle société. Et donc, le système éducatif, pour répondre à la question, doit évoluer avec un système de professionnalisation, des cycles plus courts et des allers-retours entre l'école et les entreprises, le marché du travail. Alors, il y a un autre constat aujourd'hui, c'est que on voit des jeunes qui sortent alors des universités et quand ils rentrent alors soit dans une entreprise, on leur demande qu'est-ce qu'ils savent faire. Ils sont incapables alors de dire ce qu'ils savent faire. Est-ce que ce n'est pas aussi une lacune du système? Forcément, c'est pour ça que je disais que vous ne pouvez pas rentrer dans un système scolaire sans découvrir les réalités du marché du travail. C'est pour ça que le plus souvent, on oblige les étudiants à aller faire des stages. Dans des pays, en guillemets, à économie un peu plus développée, aujourd'hui, vous devez faire des stages, parfois des années de césure, vous allez découvrir le monde du travail. Donc, la réalité de l'entreprise. Et donc, effectivement, la pratique, c'est ça qui renforce vos compétences. Et donc, si imaginez, vous avez étudié l'informatique dans les livres, vous n'avez jamais vu un ordinateur, c'est compliqué quand vous retrouvez en entreprise, de pouvoir taper, de pouvoir faire rédiger un document. Donc, c'est essentiel d'allier la pratique à la théorie aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça même que dans les cycles d'enseignement de plus en plus courts, on vous oblige à aller passer un petit moment en entreprise et un moment à l'école. Et c'est ça qui renforce vos aptitudes et vos compétences. Donc, c'est indispensable. Sauf que dans nos pays, malheureusement, vous voyez, quand vous regardez le marché de l'emploi, vous avez très peu d'entreprises qui offrent des emplois qualifiés, qualifiants, qui protègent également l'employé. Et puis, de manière globale, les statistiques disent qu'il faudrait que sur le continent africain, on arrive à créer 15 à 20 millions d'emplois chaque année, mais que les économies arrivent à peine à en créer 3 à 5 millions. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit d'emploi structurel qui ne peut être que corrigé par les PME. Et vous savez que ça, c'est aussi un sujet de passion pour moi, c'est que il n'y a pas de pays qui se développe sans mettre le paquet sur les PME du pays. Pour la simple raison que ce sont les acteurs locaux qui vont payer des impôts, qui vont embaucher, qui vont devenir les champions. Et donc, plus que jamais, il faut les protéger, les accompagner, les soutenir. Et c'est la réalité. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Chine, vous allez en Europe, en Allemagne en particulier. L'économie, ce sont des PME. En Afrique, c'est encore plus le cas. Et donc, si on arrive à soutenir les PME en Afrique, vous verrez que nous allons créer ces emplois dont ces jeunes ont besoin pour aller faire de l'apprentissage et acquérir des compétences. Donc, s'il n'y a pas d'entreprise, c'est compliqué d'offrir la pratique aux étudiants et même aux diplômés pour qu'ils apprennent à faire quelque chose. Parce que c'est la pratique qui renforce l'expertise. Vous voyez ? Même quand vous prenez un militaire, plus il a été sur le champ de guerre, et plus il est aguerri, il sait pourquoi on fait comme ça. Un entrepreneur, plus il a échoué, plus il a des réflexes dans ça, j'ai déjà fait, non, ça il faut pas que je recommence. Un mécanicien, plus il a vu de voitures, plus il a réparé de voitures, et plus il a des réflexes. Dès qu'il entend, non, ça c'est telle pièce qui manque, ça c'est bon. Donc, la pratique permet de renforcer
les compétences des individus. Depuis un temps sur le continent, ce qui est en vogue, c'est l'entrepreneuriat, et cela est en quelque sorte chanté même d'ailleurs dans pratiquement tous les pays alors de l'Afrique. Et il y a des startups qui sont nées un peu partout, mais toujours est-il que ces startups ont du plomb dans l'aile, c'est que ils ont des difficultés à évoluer. C'est quoi le souci? Alors une startup, le mot un peu galvaudé, mais en tout cas une entreprise qui naît, on estime dans les statistiques que sur une centaine d'entreprises qui vont être créées aujourd'hui, vous en avez une cinquantaine qui vont mourir dans un an, peut-être une trentaine encore dans 3 ans, et puis peut-être 10 qui vont survivre à horizon de 5 ans. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une donnée facile où on dit on entreprend et forcément on réussit. Donc, l'entrepreneuriat, d'abord, c'est difficile. Et ensuite, c'est que l'entrepreneuriat nécessite un environnement. L'environnement, c'est que, il doit permettre de trouver des financements, parce qu'une entreprise, quelle qu'elle soit start-up, qu'elle soit une entreprise qui se développe, une entreprise établie, a besoin de ressources pour se développer, donc de financement. Or, le système financier tel qu'on le connaît dans nos pays ne finance pas les start-up, ne finance pas les entrepreneurs parce qu'ils estiment qu'ils sont trop risqués. Et donc, le système financier classique ne finance pas les start-up. Ce qui finance les start-up, ce sont les venture funds, ce sont un peu de private equity à un moment donné quand vous grandissez, qui va prendre une petite participation. Ce sont ce qu'on appelle des friends and family, donc des amis, la famille qui va mettre un peu, des fonds à risque pour prendre le risque. Or, nous n'avons pas cet écosystème de financement des startups. Et donc, le premier souci, c'est que un entrepreneur, une startup a besoin de ressources pour faire son business, et donc l'environnement ne permet pas d'avoir des ressources. En tout cas, très limitées. Deuxièmement, c'est que nos entrepreneurs entreprennent aussi par défaut. C'est-à-dire, on ne trouve pas d'emploi et puis on dit, bon, de toute façon, il faut bien faire quelque chose, ce qui est normal, et ce qu'il faut faire d'ailleurs, et puis on essaie d'entreprendre. Mais on entreprend, on ne sait pas comment on gère, on ne sait pas comment on fait du commercial, on ne connaît pas bien ses clients, on n'a pas bien fait son work, donc on entreprend de temps en temps par défaut, on entreprend sans connaître les règles de l'entrepreneuriat. Parfois, il y en a qui réussissent, par hasard, ou parfois, il y en a qui sont doués, qui vont réussir, mais il faut quand même un minimum de formation pour comprendre que entreprendre, c'est pas juste avoir une idée, mais c'est pouvoir déployer l'idée commercialement, trouver des ressources financières, trouver des ressources humaines, être organisé, et donc c'est le troisième point, quand vous entreprenez, vous avez besoin d'un minimum d'organisation. De quoi vous avez besoin? Vous êtes seul, vous devez être 2, vous devez être 3, vous devez avoir des associés, des partenaires, un directeur commercial, peut-être vous êtes le génie créatif et vous savez pas vendre, donc votre produit va jamais sortir. Donc il vous faut quelqu'un qui sait vendre. Vous êtes un super vendeur, mais vous savez pas gérer. Quand vous confondez la marge, les chiffres d'affaires, donc au bout de quelques semaines, vous n'avez plus de ressources. Donc, l'organisation d'une entreprise, quelle qu'elle soit, est importante. Et donc ça aussi, il faut pouvoir le faire. Ensuite, l'environnement même public. C'est-à-dire quand vous êtes entrepreneur, qu'est-ce que l'État fait pour vous appuyer? Est-ce que l'État vous laisse tranquille 2-3 ans sans payer d'impôts? L'État a des incubateurs pour dire « Ah, on va vous accompagner, l'idée est géniale, etc. Ah, on va vous donner des marchés publics parce que vous allez pouvoir. Ah, on va vous donner un mentor. Ah, on va vous trouver un incubateur. Ah, on va vous coacher. » Donc c'est tout cet écosystème qui fait un peu défaut et qui ne permet pas à nos entrepreneurs de briller comme sur d'autres continents. Mais malgré ces difficultés, nous avons des entrepreneurs de génie en Afrique qui réussissent malgré toutes ces difficultés. Mais si on leur donnait cet environnement et toute cette capacité, vous verrez que le continent serait très loin devant, puisque l'Afrique est le continent où il y a le plus d'entrepreneurs. En Afrique de l'Est, par exemple, les statistiques disent qu'un pays comme l'Ouganda, c'est là où il y a le plus d'entrepreneurs féminins. Donc nous sommes une terre d'entrepreneurs, avec des gens qui ont été à l'école, avec des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais tout le monde entreprend, et la preuve, c'est quand vous sortez dans la rue, vous avez des entrepreneurs. Dans les pays développés, on va dire, c'est des chefs d'entreprise, et le cordonnier qui est au bord de la route, qui répare les chaussures, c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. La femme qui vend les beignets au bord de la route, c'est un entrepreneur. Celle qui vend les oranges, c'est un entrepreneur. Celui qui vend les chips au feu, c'est un entrepreneur. Parce que, c'est une règle. Il doit s'approvisionner, il doit trouver des clients, il doit faire une marge, il doit trouver un circuit de distribution, il doit faire du marketing, etc. Donc,
C'était un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Sauf que son entreprise reste extrêmement artisanale. Son entreprise ne va jamais se développer parce que c'est un entrepreneuriat de survie. Et donc, on n'aura pas les champions comme on souhaite en avoir, comme les Amazon, comme les Facebook, comme les Apple, comme les MTN, etc. Je voudrais qu'on finisse avec cette question. C'est vrai qu'il y a certains jeunes qui sont sur le marché de l'emploi aujourd'hui et qui sont recrutés, bien sûr, et qui sont compétents aussi. Mais le constat est que il y a certaines valeurs du travail que ces jeunes-là n'arrivent pas à cultiver. Et par après, ils sont licenciés alors de leur boulot. Si vous avez quelque chose à dire à ces jeunes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est que nous vivons dans des sociétés où toutes les valeurs s'effondrent, en fait. Et c'est pas que au Togo ou en Afrique, non. C'est que globalement, il y a une perte de valeur. Et les jeunes veulent des raccourcis. Les raccourcis, les exemples sont donnés au plus haut niveau de nos pays parce que ceux qui rentrent, par exemple, en politique, ou ceux qui sont dans la fonction publique, ou qui sont aux impôts, qui sont aux douanes, les jeunes voient que ils réussissent bizarrement assez vite. Et on sait comment ils font. Donc, pour les jeunes, la notion de l'effort est en train de se perdre au profit des raccourcis et de l'enrichissement rapide. Donc ça veut dire que cette perte de valeur, c'est quelque chose au global, à l'échelle de nos sociétés, qu'il faut absolument qu'on corrige, parce que c'est indispensable. Une société sans valeur, c'est une société qui se perd. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un. Quand quelqu'un vous donne sa parole, vous ne pouvez pas le croire. Or, le principe même des affaires, c'est la parole donnée. Avant, on ne faisait pas de contrat. Nos parents ne faisaient pas de contrat. Nos grands-parents ne faisaient pas de contrat. C'est la parole donnée. Et donc, si vous ne pouvez pas croire en la parole de quelqu'un, c'est la première des valeurs que vous perdez. Donc, vous ne pouvez pas faire des affaires. Deuxièmement, si vous pensez que l'enrichissement rapide, c'est le seul moyen de réussir dans la vie, vous prendrez des raccourcis. Au pire, vous irez en prison. Au mieux, une fois que vous avez raté le tournant, vous partez de zéro. Donc, la crise des valeurs est réelle, et c'est important. Ça paraît de temps à autre un peu vieillot, quand on parle de valeurs, quand on dit la confiance, la parole donnée, l'honnêteté, qui sont des valeurs cardinales qui régissent les rapports entre les êtres humains. C'est très important qu'on retrouve ces valeurs et que les jeunes croient qu'effectivement ce sont ces valeurs qui permettent d'aller loin. Parce qu'à la fin, la seule chose que vous ne pouvez pas acheter, c'est votre réputation. C'est votre honneur. Donc quand vous l'avez perdu, vous pouvez donner des millions de dollars, on dira toujours c'est un escroc, c'est un voyou, c'est un voleur. Et donc, ça c'est la valeur cardinale qui ne s'achète pas et qu'il faut protéger. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on redéfende ces valeurs pour que les jeunes comprennent que nos sociétés doivent se développer en respectant un minimum de ces valeurs. Et si vous avez un conseil à donner aux jeunes sur ce qui concerne l'emploi, qu'est-ce que vous allez leur dire? Alors, c'est que l'emploi, aujourd'hui, est protéiforme. Et en plus, comme les sociétés changent de plus en plus vite, le principe de l'emploi qu'on a sur des années devient un principe obsolète. Donc ça veut dire que l'emploi va tellement évoluer, va être un emploi sur des périodes parfois courtes, va être un emploi qui va changer parce que les compétences nouvelles doivent arriver et donc vous devez les acquérir. Et donc si vous voulez réussir en tant que jeune dans ce monde, vous êtes obligé d'avoir un fort sens de l'adaptation. Vous devez vous adapter en permanence à une économie qui change, à une entreprise qui change, à des technologies qui évoluent, et accepter aussi d'être sur des cycles parfois courts. Donc quand on vous fait par exemple un CDD, qui est un projet, parce qu'un CDD en fait, vous considérez que c'est un projet, vous devez faire ce projet dans le cadre de ce CDD, et puis chercher le prochain projet. Donc on va être de plus en plus en mode projet, même dans les entreprises, parce qu'une entreprise, même si vous êtes même en CDI, vous confiez des projets, on confie des missions. Et donc, il faut garder l'esprit qu'on doit être extrêmement flexible, avoir une forte capacité d'adaptation, avoir une forte capacité d'interaction avec les autres, parce que l'intelligence aujourd'hui est très collective. L'intelligence individuelle, de plus en plus, ça dispose que c'est l'interaction avec les autres qui vous donne votre force, votre capacité de travail et de réussite. Donc, si vous ne savez pas communiquer avec les autres, vous ne savez pas faire passer vos idées, c'est vraiment difficile. Donc c'est un ensemble de choses qu'on appelle les soft skills
qui sont extrêmement importantes aujourd'hui, qu'il faut que les jeunes aient s'ils veulent réussir dans le monde aujourd'hui, sachant que les entreprises elles-mêmes ne veulent plus forcément recruter des gens sur des longues durées et pour des projets. Et donc c'est un monde qui change, c'est un monde du travail qui change, sans oublier, vous avez vu la crise sanitaire Covid changer les modes de travail. Travailler en distance aujourd'hui, ça ne choque plus personne, ne plus venir à un bureau. Donc comment vous développez une autonomie pour travailler sans jamais aller mettre le pied dans une entreprise, sans voir votre patron tous les jours? Ça demande beaucoup d'indépendance, beaucoup d'autonomie pour pouvoir réussir. Et à côté, merci. Merci à vous. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Vous avez suivi à l'instant l'entretien avec Didier Akoté, qui est un coach, un chef d'entreprise et un promoteur également d'emploi, ou promoteur et aussi du forum, alors sur l'emploi qui s'est déroulé en fin de semaine dernière, bien sûr, à Lomé. Et donc nous revenons en studio pour le débat en studio, après avoir écouté ces informations sur l'emploi. Alors, c'est vrai, en début de semaine, ou enfin en fin de semaine, j'allais dire, nous avons tous ensemble appris, puisque nous avons déjà l'idée, je veux bien qu'on parle alors du processus électoral qui est en cours. Il y a la CENI qui est également alors à pied d'œuvre pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. Et c'est vrai qu'en fin de semaine dernière, nous avons appris ces décrets que le chef de l'État a pris. Et avec ces décrets, nous comptions déjà le 13 avril comme date alors pour les législatives et les régionales. Mais finalement, c'est le 20 avril, puisque ça a été reporté d'une semaine. Et aussi par rapport aux cautions, c'est vrai qu'il y a des partis politiques qui, depuis un temps, ont commencé par dénoncer le fait que, alors que ces cautions sont exagérées, parlant de 500 000 au niveau des législatives et de 200 000 au niveau alors des régionales, le chef de l'État, dans les décrets pris la fois passée, on retrouve quand même une réduction de ces sommes, et les législatives, maintenant les cautions, ou la caution des législatives est ramenée à 300 000 francs, et au niveau des régionales, c'est 150 000 francs, et de la moitié même d'ailleurs pour les femmes ou les candidates à ces élections. On dirait tout simplement que finalement, le chef de l'État a écouté quand même ces partis politiques. Oui, le chef de l'État a écouté, ne serait-ce que en jugeant ou en analysant la série de décrets pris le samedi dernier et qui a été donc communiqué officiellement, et qui, donc, tu le rappelles tout à l'heure, repousse les élections au 20 avril, et qui diminue également la caution. On comprend évidemment que le débat qu'il y a eu lieu depuis donc la publication des premiers décrets, ou la première série des décrets sur les élections, a été, donc ce débat-là a été suivi de près par le chef de l'État, soit lui-même directement ou soit ses lieutenants autour de lui, et qui a décidé justement donc de revoir les choses à la baisse, notamment en ce qui concerne la caution, et de repousser naturellement la date des élections, parce que quand on doit revenir sur la caution et demander aux gens naturellement de se préparer, il faut leur accorder un peu de temps. Je pense que c'est dans ce sens que les choses ont été faites. Et on salue ce pas qui a été fait, même si on aurait espéré que, puisque le débat a été posé sur un plan politique, au niveau du CPC, voilà, par tous les acteurs politiques, vu qu'on est déjà en plein processus électoral, on puisse regrouper ou rassembler tous les acteurs véritablement pour voir est-ce qu'ils sont d'accord sur ce montant-là, est-ce que la date du 20 leur convient. Il y a eu une avancée autant pour moi, mais j'aurais, en tant que Togolais aimé, qui est beaucoup plus de, comme on parle, le mot est beaucoup plus utilisé ces dernières années, de consensus autour de la date et le montant du cautionnement. Mais naturellement, de toute façon, il y a quand même un pas qui a été fait. On attend la réaction des partis politiques, vous voir si cela leur va, si cela leur convient, parce que c'est eux les premiers concernés. Nous ne faisons qu'analyser. Donc oui, c'est un pas important qui a été
posé par la série de décrets que le chef de l'État vient de prendre. Ça fait un léger mieux dans les débats qui sont posés depuis la dernière fois. Et la CENI également pourra avoir un peu de temps pour recueillir les candidatures qui commençaient par être déposées auprès d'elle. Donc on va voir comment est-ce que le reste du processus va se dérouler. D'accord, c'est un pas qui est franchi. Alors, Uriel, vous titrez dans votre journal à la page 5 du journal ce matin que revue du cautionnement, le social en essai dans le processus électoral. Vous savez, d'aucuns, à l'instar d'Olivier, de Didier à côté de moi ici, on pense que c'est un pas positif qui aurait été franchi. Oui, un pas positif, mais nous avons trouvé que c'est quelque chose de trop et ça ne prête pas du sérieux dans le processus électoral. Et nous ne sommes pas en train de dire que les actes posés par le président de la République ne sont pas de bons actes, mais pour l'organisation d'une élection de telle envergure, des élections actuellement alors, les élections législatives et les élections régionales, on ne va pas en faire du social. Je pense qu'un jour viendra, si Faure Gnassingbé ne fait pas attention, il va ramener le cautionnement à 0 francs. S'il doit écouter des gens, je pense qu'il doit plutôt considérer l'importance du travail pour lequel soit les conseillers régionaux où les élus à l'Assemblée nationale sont appelés à exercer. Nous n'allons pas toujours traîner les pas parce qu'il y a eu telle observation, telle doléance. Toujours, il faut revenir là-dessus, ramener la caution de 500 000 à 300 000, revoir aussi le cautionnement au niveau des élections régionales. Si on reste dans cette attitude, on ne pourra pas s'en sortir. Je ne sais pas concrètement. En écoutant le ministre de l'économie et des finances et en écoutant celui de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, quel était le contenu de leur plaidoyer qui aurait convaincu les membres du gouvernement pour qu'ils aient acté cette réduction. Vous savez bien, le poste d'un député, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire autour de ce plateau. C'est eux qui viendront vous donner des leçons ici, vous journalistes. C'est eux qui viendront vous dire ici, il y a des députés que vous n'entendrez jamais parler, que les populations ne verront jamais jusqu'à la fin de leur mandat. Ils savent le travail qu'ils iront faire là-bas. Mes chers amis, faire de la politique, c'est utiliser ses moyens. Il faut exploiter les moyens pour aller faire de la politique. Mais il faut que ces moyens soient abordables également aux uns aux autres. Hein? Je pense bien que si tu fais des recherches, et ceux qui sont autour de ce plateau ne vont pas démentir ce que je vais dire, vous allez voir que dans les autres pays, le cautionnement, faites les recherches ou demandez à qui vous voulez, vous allez voir que ce cautionnement n'était pas un cautionnement de trop. Maintenant, si pour d'autres raisons que nous ignorons, on a ramené le cautionnement de 500 000 à 300 000. On a revu aussi le cautionnement des élections régionales. Là, d'accord. Mais s'il faut perdre encore le temps parce qu'on veut satisfaire tout le monde, je pense personnellement, ou comme la plupart des Togolais le pensent aussi, que le cautionnement qu'on vient de revoir, l'antérieur n'était pas de trop et qu'il faut que les gens avancent. Si les élections là doivent tenir et qu'on reste dans la satisfaction de tout le monde, là, il faut que le président de la République nous dise clairement qu'il veut faire du social. Il veut aider les gens tellement qu'ils iront participer à cette élection-là à 0 francs. Mais on nous avait conseillé à l'université, bon, ça, peut-être c'est notre chef de département, il faut éviter de porter les pauvres à la tête des institutions. Il arrive le temps de s'enrichir, enrichir sa famille, sa belle famille, ses oncles. Il a fini son mandat et il ne fera rien. C'est la loi de la nature. Il faut faire extrêmement attention. Ceux qui veulent devenir des députés doivent investir. Et quand il sera député, il va vraiment travailler. Il ira à Tcharbanga, il acceptera aller dans les coins les plus inaccessibles du Togo. Mais quand il y a de telles facilités, nous-mêmes qui sommes ici, nous avons des doléances qui font des années. Mais nous n'avons pas encore reçu satisfaction, mais nous continuons notre travail. C'est en cela il faut... Non, c'est pas différent. Tu es un citoyen, nous faisons partie du pays. Donc, moi, je trouve quand même qu'il faut arrêter de satisfaire toutes les observations là et avancer. D'accord. Jacques,
C'est vrai que nous avons mené toujours le débat ici au Club de la Presse par rapport à cette caution. Il y a d'aucuns qui ont trouvé que c'est exagéré. Aujourd'hui, c'est comme si le chef de l'État leur a donné raison en réduisant cette caution même de 500 000 à 300 000. Tu vas m'excuser, je voudrais faire un petit retour sur ce que le coach Didier disait tout à l'heure. Dans une de ses déclarations, il disait que c'est souvent ceux qui étudient à l'étranger qui réussissent plus. Je crois que ce n'est pas souvent avéré. Il y a une nuance quand même. Les gens peuvent étudier sur place et peuvent également réussir. Ce n'est pas seulement l'étranger qui fait réussir les gens. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que la plupart de ces banques et puis de ces microfinances que nous avons permettent quand même à certains compatriotes d'être sur place et également de réussir. Je crois que c'est cette nuance-là que je voulais un peu apporter. On peut être sur place et réussir. On peut également revenir de l'étranger et également réussir. Ça dépend de comment s'y prendre par rapport à l'investissement, ce qu'on veut faire avec son argent et l'orientation qu'il faut donner effectivement au travail ou à la branche que nous avons choisie pour pouvoir fructifier notre argent. Donc revenir ici par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le cautionnement. Vous savez, le vrai problème, c'est les tests. C'est les tests qui nous causent des problèmes au Togo. Si on arrivait par exemple une fois pour de bon, on règle par exemple ce cautionnement dans la loi électorale, nous ne serons pas là chaque année, on fixe une caution à 100 000, l'année prochaine on fixe une caution à 500 000 et on revient encore à 300 000 et qu'on dise également que les mêmes qui vont aller par exemple à l'Assemblée nationale voudraient parler des hommes et des femmes et que les femmes payent moins que les hommes. Ça n'a pas de sens. Vous savez, quand vous prenez l'environnement aujourd'hui économique dans notre pays, la plupart de ceux qui détiennent aujourd'hui une brousse où vous pourrez également valoriser cet argent, c'est les femmes. Les femmes ont beaucoup d'argent par rapport aux hommes. Donc je crois que dire que les femmes n'ont qu'à payer 150 000 et que les hommes payent 300 000, ça n'a pas de sens. Donc je crois qu'il faudrait que la loi électorale règle effectivement ce problème. Que la CENI, ou bien je ne sais pas si c'est l'Assemblée nationale, qu'on prenne une loi ou un décret qu'on dise si tu veux aller par exemple aux élections législatives dans notre pays, la caution est à 300 000 ou à 200 000. Et on sait qu'en fin de mandat, des députés qui sont là, la prochaine élection, la caution sera fixée à 300 000. Et là, vous vous préparez d'avance parce que vous savez que la loi a déjà fixé ça. Mais vous voyez une élection où les députés ont payé 100 000. Aujourd'hui, on fixe la caution à 500 000. Il faudrait encore négocier pour qu'on ramène effectivement cette caution-là à 300 000. Ça fait un peu désordre. Donc je crois qu'il faudrait un dispositif, une loi, un décret soit pris pour de bon régler effectivement le problème de cautionnement dans notre pays lorsqu'il s'agit d'une élection législative régionale et également l'élection présidentielle. Parce que ça crée souvent des problèmes. Parce que les gens se disent c'est parce que X veut aller et que c'est pourquoi on fait monter la caution pour que Y ne puisse pas participer. Donc, je crois qu'il faudrait que la CENI, le gouvernement, ou soit l'Assemblée, les futurs députés puissent régler effectivement une fois pour de bon ce problème. Parce que nous serons là, vous allez voir, aujourd'hui, on nous parle de 300 000. Après la mandature de ces députés qui seront là, ils ont 6 ans à faire. Après les 6 ans, on sera là encore à demander de diminuer encore la caution et de dire que non, il faut que les femmes participent à ça. Donc je crois que nous sommes dans un pays, l'école que les hommes ont fréquentée, c'est la même école que les femmes ont également fréquentée. Les mêmes boulots que font les hommes, c'est le même boulot également que font également les femmes. Oui, Jacques, là, c'est parce qu'on veut aussi faire la promotion de la participation des femmes. Ça, c'est une aberration. Oui, c'est vraiment une aberration. C'est-à-dire que du moment où nous sommes, on dit qu'il y a une égalité genre. Mais pourquoi encore dire qu'il faudrait donner une part à tel ou à l'autre? Non, il n'y a pas de souci. Les motiver. Non, les femmes, je vous dis, aujourd'hui, vous mettez une femme à une place d'un homme, la femme peut réussir comme l'homme également peut réussir. Donc je crois qu'il ne faut pas essayer de créer des ennuis ou bien des problèmes. Oui, il n'y en a pas. Les femmes, je n'ai rien contre les femmes. Les femmes étudient comme les hommes. Les femmes sont intelligentes comme également les hommes. Donc laissez chacun aller effectivement affronter son intelligence. Et s'il réussit, il n'y a pas de souci. Mais du moment où vous mettez, par exemple,
vous vous mettez à dire que non, on veut encourager les femmes à y aller, mais plutôt vous êtes en train encore de les enfoncer, parce qu'elles vont se dire, donc si nous allons par exemple avec ces hommes-là, nous avons déjà un handicap, parce qu'on a peur que peut-être les hommes-là puissent nous créer des problèmes sur le champ. Donc, laissez les femmes et les hommes compétir de la même façon. D'accord. Gasson, c'est vrai que vous êtes l'un des journalistes qui, déjà, quand on avait annoncé la caution à 500 000, dans vos analyses, vous avez trouvé aussi cela exagéré. Et finalement, avec la réduction, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un pas qui est franchi? C'est d'abord pour... Merci Pascal. Au BPC Blanc dernier, je parle d'une école. Les 10 premiers, je dois alors dire, les 10 premières, c'est que des filles. Merci. Pascal, les 10 premières qui ont réussi au BPC Blanc, ce ne sont que des filles. Pour dire que en matière d'équité ou de genre, je ne sais quoi, il faut avoir le courage d'arrêter cette hémorragie. Je ne veux pas utiliser le terme aberration, mais il faut quand même qu'on apprenne à aller de l'avant. Je ferme cette parenthèse. Parlant de caution, certains parlent de réduction. Moi, pas ce jeu de yo-yo qu'on fait faire à la caution, ça montre l'arbitraire de cette décision. J'allais même poser une bille sur le front de Jacques quand il parlait des textes. Quand même. Depuis les indépendances, les allocations sociales ont été fixées à 2 000 francs par enfant. Ça fait combien d'années déjà? On n'a jamais pensé à les revoir à la hausse. C'est quoi? Sans texte, on se décide selon son humeur de dire cette année, la caution est à 100 000 et l'année suivante, on multiplie ça par 4 ou par 5. C'est même si ceux à qui vous présentez ces dispositions se taisent, vous devez vous inquiéter de leur silence. Parce qu'ils se disent, s'ils étaient en position de vous dire niet ou merde, ils n'hésiteraient pas. Parce que vous devez essayer de vous mettre à leur place. Les dispositions que vous voulez leur imposer, est-ce bien? Est-ce logique? Est-ce censé? Autrement, Jacques l'a encore dit, si ceux qui vont arriver ne prennent pas dans leur première décision des tests qui fixent le montant une fois pour de bon, je crains que on soit dans le mythe décisif, on prendra les mêmes et on recommencera. Alors, chers confrères, est-ce que vous pensez que déjà les partis politiques aujourd'hui font le travail qu'il faut? Disiez, pour que du moins, pour les législatives les prochaines législatives, pour que du moins ce qui doit être alors la conquête même d'ailleurs des territoires ou la conquête justement des territoires sur le terrain, est-ce que cela se fait? Parce qu'il y a des journaux qui sont revenus sur le sujet par rapport même d'ailleurs à ce que font les partis politiques aujourd'hui sur le terrain. Il y a le détective qui dit « Situation sociopolitique tendue au Togo, élections législatives et régionales, les OSC appellent la classe politique à s'unir. » Uriel Béga Info, vous dites à Kara, UNI tient effectivement son congrès aujourd'hui. Disiez, finalement, comprendre que les partis politiques sont à pied d'œuvre quand même pour ces élections. Bon, vous savez, si la mobilisation ne se sent pas ou l'engouement ne se sent pas comme d'habitude ou comme contrairement aux années d'avant autour de ces élections, comme on l'aurait pensé, et c'est parce qu'il y a eu des précédents. Vous savez que depuis 2020, il n'était pas donné aux partis politiques de tenir quelques rassemblements que ce soit, des réunions même dans des chambres ont été empêchés, quelques rassemblements que ce soit. Rien n'a été autorisé jusqu'à il y a quelques jours seulement. Donc vous savez, en matière politique, c'est le contact qui crée l'engouement et qui crée le mouvement. Et donc s'il n'y a pas de contact entre les états-majors et leur base sur
pratiquement 4 ans, vous allez savoir ou vous conviendrez avec moi qu'il y aurait donc un retard à l'allumage, à mobiliser donc les troupes. Mais qu'à cela ne tienne, on voit quelques partis politiques qui ont repris donc les activités sur le terrain, dans leur fédération. On en a vu qui ont implanté ici et là, on en a vu qui ont réactivé, on en a vu qui continuent les mobilisations. Et donc oui, vous avez dit que le Parti Uni qui tient son congrès actuellement au niveau de Kara, donc oui, c'est la période, je présume qu'il y a une autorisation pour tout le monde pour pouvoir tenir les activités, même si la campagne électorale n'est pas encore ouverte. C'est la période quand même de la pré-campagne, même si elle a pris du retard, c'est quand même la période. Et donc on va observer de près, oui, de l'autre côté, on aura... De toute façon, on n'aura pas les mêmes forces et sur le terrain, les mêmes forces en présence. Uriel a dit ici un jour que la plupart des cadres du parti sont dans le Parti Uni. Un auditeur n'a pas voulu l'accepter, mais c'est également une réalité. Donc, vous voulez voir des partis politiques d'opposition faire comme Unir, ça ne va pas être possible parce qu'ils ont moins de cadres ou sinon ils n'en ont pas. Et donc, quand on parle d'avoir de cadres ou de ne pas avoir, c'est une affaire de moyens. Donc, qui a les cadres a plus de moyens. Qui n'en a pas, n'a pas de moyens, va faire avec les moyens de bord. Donc on aura toujours ce déséquilibre sur le terrain jusqu'aux élections du 20 avril. Mais bon, voilà, c'est le Togo, c'est la situation du Togo. Je ne dirais pas que c'est la démocratie, mais je dirais que c'est la situation du Togo. On fait avec et on verra jusqu'où ça ira. On verra jusqu'où ça ira. Uriel, c'est vrai, on a vu cette mobilisation autour alors du congrès de Uni qui se tient ce matin. Est-ce que vous avez aussi cette impression que, au niveau même d'ailleurs de la classe de l'opposition, cette mobilisation est aussi en vogue? Non, tu sais, Pascal, il y a plusieurs formes stratégiques de mobiliser ces militants. Et il n'y a pas que le terrain. Tu as vu comment Donald Trump avait gagné les élections. Ce n'était pas sur la forme qu'on connaît classiquement, non. Mais il se peut que l'opposition actuellement soit en train de mobiliser sous une autre forme. Donc, chacun a ses secrets de mobilisation, quitte à chacun aussi de pouvoir convaincre ses militants et acquérir un grand nombre d'électeurs. C'est ce qui est important. Quant au parti Unir qui est en congrès, certainement actuellement à Kara, je pense que c'est le parti qu'on voit toujours sur le terrain. Et comme Didier l'a dit tout à l'heure, vous savez, c'est une question de moyens. On ne va pas se leurrer, c'est faire de la politique et maintenir actifs les militants à la base. C'est une question de moyens. Oui, même le simple fait. Uriel, c'est vrai que des fois, pour la classe de l'opposition, ou certains partis politiques de l'opposition, il leur est tellement difficile alors d'accéder à certains endroits à l'intérieur du pays. Alors, il y a des restrictifs qu'on met et par rapport même d'ailleurs aux préfets à l'intérieur du pays qui disent que, ben, écoutez, les manifestations n'auront pas lieu. Et donc, il y a aussi cela qui constitue alors de talons d'Achille. Non, un pays qui aspire vraiment à la démocratie, un pays qui veut être vraiment pays démocratique, puisque nous sommes en train d'emprunter cette forme de gouvernance de l'Europe, un pays qui veut être démocratique, qui désire faire valoir ce talent démocratique, ne devrait pas empêcher un parti politique d'accéder à un amour du pays. Donc, j'ai bien pesé mes mots. Si nous sommes dans cette logique d'être un modèle en démocratie, je pense quand même qu'un préfet, qui qu'il soit, quel que soit son statut, qu'il soit un préfet militaire, civil, je ne vois pas dans notre constitution une loi qui lui donne cette force d'interdire, à moins qu'il y ait des raisons pour lesquelles il dit face à ceci, cela, on ne peut pas autoriser une manifestation. Et une raison acceptée par tous, bien sûr. Mais dans un pays démocratique, je pense quand même qu'on ne doit pas interdire à un parti politique, qu'il soit d'Anéhon ou je pense qu'il peut aller à Tablibo,
exprimer ses idées, mais qu'il soit des Dapons, je pense qu'il est libre de revenir à Lomé exprimer ses idées si nous voulons être un pays démocratique. Ça, c'est une partie de mes pensées. Maintenant, si cette difficulté existe jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est aux partis politiques d'en parler. Parce qu'il y a un bout de temps, je n'entends plus ces histoires de nous avons été interdits, notre présence a été interdite. Parce qu'il n'y a plus de manifestations. Mais il n'y a pas de... Bon, je ne sais pas comment les gens organisent leurs manifestations. Ça aussi, c'est un problème. C'est un grand problème. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent à ce niveau-là. Peut-être que c'est lorsque la période de la campagne électorale arrivera qu'on verra bien si on interdit aux gens d'accéder à telle ou telle zone. Parce que ça, c'est très dangereux, très, très dangereux. Quand vous limitez le mouvement des gens, vous limitez le développement du pays. Laissez chacun aller s'exprimer. Quitte aux électeurs d'analyser et de choisir. D'accord. Jacques, c'est vrai qu'il y a cet appel incessant qui continue. Je veux bien parler de cet appel à l'union de l'opposition pour aller même d'ailleurs à ces élections. Il y a des organisations de la société civile également qui ont commencé par faire l'appel. Est-ce que finalement cet appel sera peut-être entendu par les partis politiques de l'opposition ? Bon, vous savez, il est difficile actuellement au Togo, quand vous voyez actuellement les clivages, même au sein des partis politiques, de parler de l'union de l'opposition. Hier, ou bien avant-hier, la DMK a organisé un meeting. C'était le samedi. Le samedi, au terrain de Bafon. Vous avez vu finalement que c'était seulement le groupe folklorique qui était là. Moi, je crois que je serais à la place, par exemple, de l'État. Je ne comprends pas pourquoi interdire les marches. Laissez les gens marcher. Laissez les gens organiser leur meeting. Ils sont dans leurs droits. Il ne faut pas les interdire. Si vous interdisez, ça crée des problèmes. La preuve, hier, samedi, ils ont donné finalement le quitus. Nous avons vu ce que cela a donné. Peut-être on peut dire qu'ils n'ont pas vite eu l'autorisation, c'est pourquoi ils n'ont pas pu mobiliser les gens. On peut leur accorder ce bénéfice du doute, mais il faut reconnaître que laisser les gens manifester. Et autre aspect, si par exemple l'État reconnaît qu'il y a peut-être les poches, ou lorsque par exemple il y a les manifestations, lorsqu'il y a par exemple peut-être les rassemblements qui puissent avoir des problèmes, ça l'État d'organiser des rencontres avec les partis de l'opposition. Parce que l'opposition également a droit à être informée. Si le pays traverse des difficultés en matière de sécurité, l'opposition a également le droit d'être informée. Que l'État informe l'opposition, que l'État informe également la société civile sur les questions sécuritaires du pays. Quelles sont les zones qu'il ne faut pas peut-être aller? Si vous voulez aller, comment s'y prendre de tout ça? Ça, c'est le rôle de l'État. Ça, l'État de fournir ce genre d'informations à la société civile, aux partis politiques. Parce que bientôt, nous allons rentrer dans la campagne par rapport aux élections législatives et régionales. Si, par exemple, il n'y a pas une cartographie de la zone où ces partis politiques-là doivent aller faire leur meeting, et si l'État se tait, mais ce n'est pas bien. C'est pas bien. Donc, je crois que la première responsabilité incombe aujourd'hui à l'État de fournir le dispositif sécuritaire, c'est-à-dire que les zones à risque, les zones à moins risque à l'opposition, et voir comment effectivement cette opposition-là va s'y prendre pour organiser effectivement les meetings. Voilà, Gosson, c'est vrai que cette question de l'union de l'opposition me tient à cœur. C'est vrai, ça a été toujours dit auparavant, mais et cela a toujours constitué alors de problèmes chez notre opposition quand on veut travailler alors pour cette union en question. Sur ce plan, je dirais que je ne suis plus dans le secret des dieux. Vous en étiez des opposants. Je ferme cette parenthèse. Pour rebondir et préciser que de par les actes que certains préfets se permettent de poser en interdisant les manifestations, ces préfets desservent le chef de l'État. Tout bien pensé. Puisqu'il y a des organisations internationales qui nous observent. Il y a des rapports qui vont sortir plus tard. Les experts vont approcher les gens. Comment est-ce que vous appréciez la liberté dans le pays? Donc, ils vont en parler nécessairement. Et quand le Togo sera mal noté, ce sera la faute à qui? À ces préfets zélés qui pensent
servi le chef de l'État, alors qu'ils sont complètement dans le faux. Mais quand je prends du recul, je peux comprendre la frilosité. Parce que du parti au pouvoir, je m'explique. Revoyez le moment du recensement. Tout le monde a été surpris par le nombre, l'engouement qu'il y a à obtenir sa carte d'électeur. Et pourtant, il n'y avait pas encore d'élection dans l'immédiat. Donc, pour moi, j'ai pu comprendre que, donc, bien que le peuple soit silencieux, il a son idée derrière la tête. La preuve, c'était, on a dû arrêter le processus. Autrement, si on voulait alors faire un rattrapage en matière de recensement, le nombre serait encore plus que ce qu'on a appris. Et finalement, je voudrais dire, c'est de bonne guerre si le pouvoir peut dérouler, laisser la liberté à tout le monde de conquérir. Il y a un ancien député du parti au pouvoir qui aujourd'hui est nostalgique par rapport à la manière dont fonctionne l'Assemblée nationale. Il me confiait que au temps où il y avait de vrais opposants à l'Assemblée, eux autres du parti au pouvoir ne dormaient pas. Parce que chaque fois, ils devaient réfléchir pour proposer. Et donc, parfois, c'est des nuits d'insomnie. Et là, l'Assemblée nationale vivait. Aujourd'hui, chacun sait ce que c'est devenu. Et donc, est-ce qu'on reverra une Assemblée dynamique à la prochaine législature? On croise les doigts pour voir. Mais je précise que le plus important pour moi, c'est qu'après les votes, que le dépouillement souffre d'un excès de transparence. Et alors, chacun saura qu'il a gagné ou alors il a été battu, mais de façon propre et conventionnelle. D'accord, merci. C'est les propos alors de Godson. Alors, chers confrères, il nous reste pratiquement 3 minutes. Nous allons parler de la CEDEAO. On sait qu'il y a eu une réunion des chefs d'État, une réunion extraordinaire des chefs d'État le samedi dernier. Je veux parler du 24 février. Et au cours de cette réunion, nous avons appris qu'une partie des sanctions du Niger, oui, justement du Niger, a été levée. Et le journal correspondant revient sur le sujet ce matin et dit « Lever des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, Faure Gnassingbé relève un défi de taille. » On pourra dire que c'est un défi de taille que le chef de l'État a relevé. Bon, et on sait que le chef de l'État togolais a joué un rôle important dans cette évolution de la situation entre la CEDEAO, la situation tendue entre la CEDEAO et les autres États, donc les États sous sanction de l'organisation. Et plutôt que de dire que c'est... voilà, peut-être c'est vu de Togo, on dit, le chef de l'État a relevé un défi de taille. Mais je dirais quand même que c'est lui et ses collègues ont relevé un défi de taille. Parce que on sait qu'à la CEDEAO, le président togolais, il a joué, comme je dis, un grand rôle. Il est d'une école où il ne fallait pas sanctionner les gens. Il accompagnait d'ailleurs peu ou prou les pays sanctionnés. Il manifestait une certaine compréhension envers ces autres États. Mais si les autres pays, on a vu, il y a eu d'autres conférences, d'autres sessions des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avant la dernière de samedi. Et les sanctions n'avaient pas été levées ou avaient été plutôt corsées, bien que le chef de l'État togolais soit parmi les participants. Cette fois, si les choses ont évolué, c'est parce que tous les autres ont véritablement voulu l'écouter. En témoigne d'ailleurs son déplacement sur Abidjan quelques jours avant ce sommet-là, parce qu'on sait bien que dans la CEDEAO, Ouattara devrait continuer à être président de l'UEMOA ou quelque chose comme ça. Et donc, sa voix pèse énormément dans les décisions finales à prendre. Si je vous décris même la façon, même des fois, Ouattara impose des points dans les communiqués finaux de la CEDEAO, vous n'allez pas croire. Il y a même des sujets qui ne sont pas discutés par des chefs d'État, mais il dit de mettre.
dans le communiqué. Donc, c'est quelqu'un qui a un certain poids. Et donc, il fallait aller le convaincre. Il est allé le convaincre. Et il a certainement parlé aux autres chefs d'État. Ils ont décidé aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une évolution à saluer, à mettre à l'actif du chef de l'État togolais, mais également à la compréhension des autres chefs d'État qui ont voulu certainement sauver la CEDEAO d'une situation qui ne l'arrange du tout pas. Donc, félicitations aux chefs de l'État togolais et aux autres chefs d'État de la CEDEAO qui ont compris qu'il faut évoluer. Uriel, avec cette levée d'une partie des sanctions, est-ce qu'on pourra dire qu'il y a quelque chose qui sera réglé au sein de la CEDEAO? Non, au sein de la CEDEAO, il n'y avait pas de soucis. Vous y croyez? Non, au sein de la CEDEAO, il n'y avait pas de soucis. Moi, je vous dis clairement que... Quand on voit le retrait même d'ailleurs des pays, des 3 pays... Justement, parlons-en. Oui. Justement, parlons-en. Ça veut dire qu'il y a un problème? Non. Ce n'est pas toujours qu'il y a un problème. C'est du zèle. C'est du zèle. Regardez, ces poutistes, le plus jeune, c'est celui-là qui court trop de risques pour son pays. À l'heure actuelle, en quoi consiste son travail en majorité? Ce sont les enrôlements forcés. Tu critiques un peu, on t'envoie sur le terrain de combat. Regarde, un ancien fonctionnaire de 70 ans, qu'il habille en tenue militaire, qu'il envoie sur... Actuellement, sa famille, personne n'a de ses nouvelles. C'est ça. Hier, vous avez lu ensemble le communiqué de l'évêque du diocèse de Dori. Hier, en pleine messe, les terroristes sont arrivés tuer 15 personnes. Pendant ce temps, le jeune organise, il amasse des foules pour une rhétorique inutile. Ce n'est pas cela. C'est pas cela. L'essentiel n'est pas de dire nous sortons de la CEDEAO. Mais qu'est-ce que vous-même qui avez renvoyé les civils du pouvoir, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? Assimi Goïta fait combien d'années? Il fait déjà 4 ans, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui a changé? L'essentiel n'est pas de sortir de la CEDEAO. C'est pourquoi je dis que la CEDEAO en réalité n'avait aucun souci. Non. Mais vous allez voir que le temps va passer, le phénomène du terrorisme va persister, mais ces militaires seront toujours au pouvoir. Ils ont renvoyé les civils. Bon, peut-être qu'il y a des raisons fondées qui sont en complicité avec tel, mais démontrez-nous que vous pouvez faire quelque chose. Sinon, laissez le pouvoir aux civils. C'est ce qui est essentiel. D'accord, c'est ce qui est essentiel. Et Jacques, finalement, je vous repose alors cette question. Est-ce qu'avec la levée de d'une partie alors des sanctions, finalement, le calme pourra revenir au sein de la maison CEDEAO? Donc, je suis tenté de me poser la question de est-ce que tout ça là pour ça? Pendant ces 7 mois, vous avez privé les gens des médicaments, de l'électricité, de tout, et vous levez et puis vous levez les sanctions. Ça rime à quoi finalement? Mais on ne peut pas se taire également sur des coups d'État. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait procéder. La preuve, les sanctions là, est-ce que ça fait froid ni chaud au général Tchiani? Non, c'est les populations qui ont souffert. Et eux également, les pays également. Quand vous prenez par exemple le Grand Nigeria, je vous dis, le Nigeria ne pouvait plus tenir encore 2 semaines de ces sanctions. 2 semaines, le Nigeria ne pouvait pas encore tenir si on n'avait pas levé ces sanctions. Vous avez vu que c'est finalement Tinubu qui était l'artisan pour qu'on puisse lever les sanctions. C'est parce que le Nigeria souffrait. Le Bénin également souffrait également de ces sanctions. Donc je crois qu'il faudrait que la CEDEAO réfléchisse autrement désormais quand il y a par exemple ce genre de choses. Gasson, finalement pour la CEDEAO, au moins il y a un paquet franchi avec les chefs d'État qui ont pris cette décision de lever les sanctions. J'avais déjà utilisé l'expression que Jacques a employée tout à l'heure. Tout ça pour ça. Dis-moi, tout ça pour ça. Aujourd'hui, au risque de ne pas me faire comprendre, j'avance quand même. Les 3 pays qui constituent l'AES, c'est quoi leur dénominateur commun? La lutte contre le terrorisme. Je n'ai jamais vraiment écouté le staccato des fusils. Mais pour nos frères et sœurs qui vivent ça, ça existait au temps des civils. On a vu, depuis l'arrestation de Bazoum, on a écouté des révélations. Et quand je fais le comparatif avec ce qui se passe en Ukraine, il devait y avoir des élections en Ukraine depuis, non? Mais pour cause de guerre, Zelensky a sursu à ces élections.
le monde n'a pas cessé le jour n'a pas cessé de se lever, ni la nuit de tomber. Moi, je me dis, on finira de mater le terrorisme, on ira aux élections. D'accord. Alors, chers confrères, nous allons en arrêter là. Vous savez de même que ceux qui ont pris les sanctions contre le Niger ont été les plus punis. Naturellement, si on devrait militer pour que ces sanctions soient maintenues, c'était le Togo qui devrait militer, parce que nous, on avait un avantage comparatif à ce que les sanctions soient maintenues par rapport aux autres États. Donc le chef de l'État togolais n'avait aucun bénéfice à ce que les sanctions soient levées. Parce que si les sanctions sont levées, ce sont les Bénin, les Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana qui bénéficieraient de la reprise de la coopération avec ces pays. Donc du coup, c'est tout ça pour ça justement, ils ont compris qu'ils ont été bien punis par leurs propres sanctions. Aujourd'hui, ils lèvent les sanctions. D'accord. Alors, chers confrères, justement, chers confrères, nous allons nous arrêter là pour ce qui concerne le débat. Nous allons maintenant faire un clin d'œil à nos annonceurs. On revient pour donner la parole à nos auditeurs. Devinette, Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire. Presque. Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique. Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et vite très rapide pour toute la maison. À partir de 4 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus pour contacter votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Comme ami, choisissez l'assurance DIFA de Sunu Bank Togo. Souscrivez à moindre coût et garantissez-vous une épargne pour la réalisation de vos projets à court ou à long terme en toute sécurité. Sunu Bank a le bon profil pour garantir la réalisation de vos projets. Contactez Sunu Bank Togo au 22 53 47 00. Sunu Bank, avec vous à chaque étape. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Le gouvernement lance le processus d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle avec la CNSS. Vous êtes travailleur affilié à la CNSS, titulaire d'une pension auprès de la CNSS, travailleur indépendant, opérateur de l'économie informelle ou agricole, ministre de culte ou toute autre personne exerçant une activité non salariée, l'assurance maladie universelle vous offre une couverture jusqu'à 80% sur les actes de santé et de médicaments. Avec l'assurance maladie universelle de la CNSS, se soigner n'est plus un souci. Pour toute information, appelez le 83 23. La CNSS, c'est un pour tous et tous pour un. Vous êtes opérateur économique et vous estimez avoir été injustement évincé d'une procédure de passation d'un contrat, de la commande publique ou tout simplement vous estimez que les termes du cahier de charges de marché public ne respectent pas la réglementation en vigueur. Saisissez l'autorité de régulation de la commande publique. Le comité de règlement de différends CRD de l'ARCOP est chargé de régler les litiges qui peuvent subvenir avant, pendant et après la passation ou l'exécution des contrats de la commande publique. Rendez-vous au siège de l'ARCOP, si dans l'immeuble Salam Assurance sur le boulevard Gnassingbé et Adema ou sur le site web arcop.tg pour exercer un recours. Avec l'ARCOP, on avance dans la transparence. Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde, 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, Sikavi, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée.
Buvez du whisky chinois Ding pour améliorer l'immunité. Fait à base des plantes traditionnelles très efficaces, whisky chinois Ding est très bon pour votre santé. Du whisky chinois Ding renforce la capacité physique des cellules de votre corps et donne de l'énergie. Buvez whisky chinois Ding pour son côté naturel et médicinal et lutter contre plusieurs maladies. Le réseau de vente du whisky chinois Ding couvre tout le Togo et est disponible dans les supermarchés, les magasins, les restaurants et les bars. Pour toute information complémentaire, adressez-vous au supermarché Horizon Ivato à Lomé, à Blogame. Contact +208 79 82 52 52 et 96 75 79 79. Whisky chinois Ding, la solution à vos problèmes de santé. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous contacter au 22 21 33 74 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Madame ici. Oui, allez-y. Voilà, je fais un coucou à Fac, là où il est. Oui. Je lui fais un coucou, comme mon frère d'hier. Je sais, voilà. ça vous écoute. Oui, voilà. Mais là, attendez, vous voulez quoi là? Moi, je suis fatigué avec les Togolais, les Africains en général. Vous voulez quoi là-bas? Regardez tout ce dont vous débattez là-bas. Les gens phagocytaient la République durant 60 ans. Ils en jugent comme ils veulent, ils nous piétinent, ils nous affament, et vous venez leur jeter des fleurs. Vous venez leur jeter des fleurs. L'heure est aux plaintes maintenant contre la haute trahison pour tout le monde. Et l'heure est... On en a marre, quoi. Vous soutenez. Et c'est pas juste Djobo qui est là. Il entre en transe quand il entend le nom du président. Il entre en transe. Ça te dit pas de devenir président un jour. Hein? On t'a ôté le rêve de gouverner ce pays. Et puis, il parle des pauvres qu'on a baissé, comment on dit ça? Le prix des élections de ces camps municipaux là. Oui, on ne peut pas organiser ces élections à 20 000 francs. Il parle de pauvres pour pas que les pauvres prennent le pouvoir et en jouissent. Ceux qui nous dirigent depuis 60 ans, qui ne veulent pas s'en défaire. Ils ne sont pas issus de parents pauvres plutôt. Il n'a qu'à parler d'eux. Sinon, on a dit 5 ans dans une république. Comment ils ont fait pour faire 12 ans, 12 mandats de 5 ans? Hein? Regardez dans quel état on se trouve. Et puis vous acclamez les poutistes que le Togo va, l'exploitation du Togo depuis la nuit des temps, depuis 60 ans. Les gens déstabilisent leur pays. Hein? Celui du Mali, il a fait un mandat, non? Il a rendu compte à qui? Est-ce que c'est normal que les gens s'organisent parce qu'ils ont fait une formation militaire et braquent le pays comme ça? Est-ce que c'est normal selon vous? À ce moment-là, nous tous, on va faire le service militaire là, sur réseau, parce qu'on a droit dans toutes les constitutions de se former et militairement. Tout le monde a droit comme au Bénin, comme partout. Mais on a opté pour nous dedans. Moi, je ne suis pas contente. D'accord. Merci beaucoup, madame, ici, toujours fidèle à son style. 22 21 33 74. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va. Le nom, c'est? C'est M. Ouiao de Nouépé. Voilà, M. Ouiao, vous nous appelez de Nouépé. Allez-y. Je salue tout le plateau. On a fixé la date des élections, non? Oui, c'est le 20 avril. Bon, pour les militaires, c'est quand? 72 heures avant. 72 heures avant. Okay. Le 17. Mais pourquoi l'opposition ne réclame pas que quand ils votent, on n'a qu'à faire le dépouillement en même temps? C'est une question. Parce que c'est là-bas, il faut voir le problème. Vous voyez, quand eux, ils votent, ils finissent de voter, on fait le dépouillement. Le dépouillement est que tout le monde prend ses notes, il part. Mais vous allez vous garder ça où? En tout cas, c'est une question. C'est une question. Bon, deuxième question, maintenant. Je suis à Nouépé. Moi, je suis Kabier. Je suis à Nouépé. Mais j'en ai marre. On m'insulte chaque jour là-bas qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Vous connaissez le comptoir de Nouépé, non? Allez-y voir sur le comptoir de Nouépé combien de compteurs se trouvent là-bas. L'eau, on prend les bidons de 25 litres, on va loin, on pise l'eau. 25 francs par bidon. 25 francs par bidon. Quelqu'un aussi a parlé des enfants.
les enfants, les 2000 francs pour un enfant. Mais demandez, moi, je n'arrive même pas à donner même 100 francs à mon enfant d'aller à l'école. Mais les gars là, c'est 2000 francs, ils nous payent pour les enfants. Mais c'est pas bien. Mais eux-mêmes, ils donnent combien à leurs enfants avant d'aller à l'école? Mais vraiment, j'ai honte à nous, parce que moi, je suis casier, chaque jour que c'est miaoué. Maintenant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de pompe, il y a même l'électricité. J'interpelle le directeur de la société de voir comment il y a tout, c'est-à-dire l'installation. Je sais que ce n'est pas le sujet que vous avez mis là-bas. Mais venez voir les araignées. Mais vraiment, j'ai honte de merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup, Yao. Merci. 22 21 33 114. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, le nom c'est Eric. Eric, vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Togo-Comé. Togo-Comé, allez-y. Bon, c'est pour participer à l'émission. Oui, vous y êtes, allez-y. Bon, au prime abord, j'aimerais aborder la question du cautionnement. Je trouve que les 300 000 sont favorables pour pouvoir laisser sa candidature. Notez que j'ai un ami ici à Togo-Comé, c'est un enseignant. Donc il règle assez de conflits, les problèmes familiaux et tout. Mais il ne fait pas partie de la chefferie, il veut bien déposer sa candidature, mais il n'a pas les 500 000 francs. Donc avec les 300 000 francs qu'on vient d'annoncer, il dit qu'il est partant pour pouvoir déposer sa candidature. Donc je suis d'accord avec le chef de l'État avec les 300 000 francs. D'accord. Maintenant, par rapport au congrès, je trouve un peu mal que l'UNIR organise son congrès un jour ouvrable. Vous allez remarquer que la DEM a organisé, comment dirais-je, pour pouvoir honorer M. Kodrola. C'était le samedi. Donc j'aimerais bien que ça soit sur un week-end. Et pour la levée des sanctions concernant les pays, le Mali, le Burkina et la Guinée, je trouve que c'est bien. D'accord. Et félicitations au chef de l'État à propos. D'accord. Merci beaucoup, Eric. 22 21 33 114. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Le nom, c'est? C'est Ibrahim. Ibrahim, allez-y. Oui, bon, moi, je vais intervenir par rapport au levé des sanctions. Bon, j'ai écouté beaucoup de journalistes qui jettent peur le président togolais. Est-ce que c'est lui seul? Moi, je trouve que si c'est lui seul, ça ne peut pas passer. C'est une décision collégiale. Mais on aime souvent jeter trop de fleurs à notre diplomatie. Moi, je trouve que c'est exagéré. Et secondo, d'autres ont dit que les pays qui ont vraiment pesé pour qu'on sanctionne le Niger, qui ont payé le prix qu'ils ils savent que durant tout ce temps, le nombre de Nigériens qui sont morts dans ça, je crois que c'est un petit nombre. Il ne faut pas qu'on essaie de baser des choses de cette façon légère. Ça a été quelque chose qui n'a pas été bien, mais c'est suite à quelque chose. Il ne faut pas cautionner le coup d'État. Ce n'est pas bien. S'ils trouvent que bon, l'armée doit faire quelque chose et que durant le mandat du président, et lui, ça ne se fait pas, ils doivent ensemble prendre des décisions. Ce n'est pas faire un coup d'État. C'est ce que je voulais donner. D'accord, merci beaucoup, Ibrahim. 22 21 33 114. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je suis Georges, j'appelle d'Agoué. Georges depuis Agoué. Allez-y, Georges. Allô? Oui, allez-y, Georges, on vous écoute. Je suis Georges. Oui, Georges, on vous écoute. Il semble que Georges n'a pas de retour. 22 21 33 114. Allô? Allô, Georges? Oui. Oui, allez-y. J'appelle d'Agoué. Oui, allez-y. Oui, c'est par rapport aux uns et aux autres, et en l'occurrence, Mme Messi. Elle a qu'à créer son parti politique et attendre ses militants et puis aller aux élections. Elle est souvent la première à intervenir. Elle, je ne sais pas si c'est... Elle pousse les uns, les autres à la révolte ou comment elle demande, elle dit en conclusion. Non, chacun a sa manière quand même de prêter et d'analyser l'actualité. Oui. C'est pourquoi je lui propose qu'elle a créé un parti. Oui, moi j'aurais voulu vraiment que, alors, ce que vous avez sur les sujets débattus ici au Club de la Presse, dites-nous ce que vous pensez. C'est bien. Non, par rapport à tout ce que les uns et les autres ont dit, chacun a donné son point de vue. C'est mon point de vue, ça. D'accord, merci beaucoup et bonne journée. 22 21 33 114. Nous allons recevoir le dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Monsieur Gado. Oui, Monsieur Gado, allez-y. Oui, vous savez,
moi je suis d'accord avec les militaires au Mali et au Niger. Parce que quand Bazoum était là, est-ce qu'il a pris Kidal? Elle ne manipulait pas la France. Je suis d'accord avec ces militaires et je félicite beaucoup notre président aussi. Vous savez, pour question de caution là, mais les femmes, elles gagnent comme les hommes. Donc si on veut diminuer là, les femmes n'ont pas payé comme les hommes aussi. La preuve, les salaires des femmes, c'est pas différent comme les salaires des hommes, mais le président a donné la moitié de son pouvoir aux femmes. Et qu'est-ce que nous avons vu? Le maire est toujours à 800. Moi, je préfère le mandat de Klassou. Donc, Klassou n'a pas revenu. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Gado. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire le tour d'horizon et terminer cette émission. Didier, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur des sujets débattus au Club de la Presse. Bien sûr, les uns et les autres sont revenus sur des sujets comme la caution, la question de la caution et aussi le processus électoral en général et aussi la CEDEAO. Alors finalement, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ce que les uns et les autres ont dit? Non, moi, par exemple, sur la caution, je pense véritablement que l'inquiétude que relevait Jacques, naturellement, a été donc épousée par les auditeurs, c'est-à-dire que la démocratie même que nous voulons découle de l'état de droit. Et donc, si nous voulons faire véritablement de la démocratie, ça doit être sur des bases légales. Et les tests doivent être clairs les uns pour les autres pour avancer. Donc, s'il y a possibilité de, je sais pas, d'avoir une loi cadre qui règle les affaires de cautionnement depuis les élections présidentielles jusqu'aux élections, je ne sais pas, locales, ça pourrait permettre à ce que les années à venir ne reviennent pas sur le même sujet. Sur la CEDEAO, par exemple, je pense qu'il y a un auditeur qui voudrait nous faire un peu de procès, mais apparemment, il n'a pas écouté notre analyse. Je disais tantôt ici que le chef de l'État togolais n'a pas été le seul à prendre la décision et que si les autres sont allés dans le sens qu'il avait voulu, c'est véritablement parce que auparavant, il y a eu des démarches et que les uns et les autres comprennent la nécessité de lever ces sanctions. Donc, on n'a jamais dit que c'est seulement lui. Enfin, moi, j'ai jamais dit ça. Donc, nous disons que les autres chefs d'État ont décidé. J'avais dit le poids qu'avait Ouattara, par exemple. Et Jacques a parlé du poids que Tinubu a. La CEDEAO, c'est l'UEMOA et les autres États, notamment le Nigeria. Donc, naturellement, il faut comprendre que nous avons véritablement analysé comme il le fallait. D'accord. Uriel? Oui, moi je ne reviendrai pas encore sur les sujets liés au Togo, mais j'attire encore l'attention des chefs d'État de la CEDEAO sur les actes que pose actuellement Ibrahim Traoré. Il est même, à mon avis, si vous le permettez, plus terroriste que les terroristes, parce que vous ne pouvez pas vous permettre, au nom d'une loi qui n'existe pas, d'enrôler des citoyens qui ont le droit de parler. Et quand ils parlent, vous les enrôlez de force, vous les envoyez sur le terrain pour combattre comme les corps habillés. Ce n'est pas du tout normal. Des enlèvements, des paisibles citoyens qu'on ne retrouve pas. Et tous les actes qu'ils posent, ce ne sont pas des actes de nature à rompre avec le terrorisme, ni à rétablir la quiétude dans la CEDEAO, au sein de la CEDEAO. Franchement, il est jeune, il parle bien français, mais ce n'est pas ça qui est important. Le temps qu'il prend pour haranguer les foules, il pouvait prendre ce temps-là pour réfléchir sur les stratégies à mener pour combattre les terroristes. D'accord, merci Uriel. Jacques? Non, je crois que Uriel peut ne pas être d'accord avec le capitaine Ibrahim Traoré, mais je ne crois pas que Ibrahim soit plus terroriste que les terroristes. Pour le moment, il est le président du Burkina Faso, celui qui gère aujourd'hui le Burkina, celui qui donne des directives à l'armée burkinabé par rapport à ses attaques de gauche à droite. Je crois qu'il peut ne pas l'aimer, mais le traiter de terroriste plus que les terroristes, je crois que ça, peut-être que c'est un abus de langage. Donc je crois que par rapport aux élections au Togo, et également la diplomatie gagnante du président Faure Gnassingbé, il faudrait que le président garde ce cap-là. Le cap de pouvoir aider également notre pays à revenir sur des chantiers battus. Nous avons vu ce que Ouattara a fait, par exemple, en Côte d'Ivoire, lorsque les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, grâce à sa diplomatie, les sanctions sont levées
côté du Niger. Il faudrait aujourd'hui qu'ils reviennent également pour apaiser également le cœur de ces prisonniers qui sont là, les libérer, pour qu'ils puissent avoir effectivement la cohésion dans le pays. Gosson? Bon, tout a été pratiquement dit, seulement que j'ai oublié de balayer ma maison. C'est-à-dire en invitant les auditeurs à se procurer la parution de Liberté du jour. Parce qu'on y a parlé de ce qu'est devenu la cité Mokopo, qui est au sein du lycée Tadido Gomé, et de ce qui se passe avec la succession du propriétaire de l'hôtel Concorde et de CCP et autres. C'est assez croustillant. Les actes des notaires, ce serait intéressant que les gens s'en approprient. Merci beaucoup, Godson. Alors, chers confrères et aussi nos amis auditeurs et auditrices, le Goethe Institute de Lomé nous invite à une conférence que la journaliste et écrivaine Charlotte Widerman anime ce lundi 26 février à 19h dans ses locaux. Et donc, nous sommes tous ensemble invités à cette rencontre ce soir. Alors, c'est sur cela que nous allons mettre un point final à cette émission. Merci à vous, Didier, d'être passé dans cette émission. Urel, merci. Jacques, merci. Gosson, merci à toi et d'être passé aussi dans cette émission. Michel Toméga a assuré la mise en onde de l'émission. La mise en ligne a été assurée par Géraud Akoucha. Je vous rassure que vous pouvez retrouver cette émission sur nos différentes plateformes digitales. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Au revoir.